Bonjour à vous Clément Beaune et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire d'État aux affaires européennes. Nous sommes à 6 jours, je le disais, de la campagne du second tour de l'élection présidentielle. On va parler de la campagne d'ailleurs qui entre dans cette dernière ligne droite. Mais avant cela, parlons de la situation en Ukraine. Les soldats, les défenseurs de la ville de Mariupol, les défenseurs ukrainiens ont jusqu'à midi pour se rendre aux Russes, après quoi l'assaut final sera lancé. On n'a pas réussi à les exfiltrer. Est-ce que c'est un échec pour l'Europe ? Quand on voit la situation humanitaire et la situation dramatique en Ukraine, à Mariupol en particulier, c'est évidemment un drame, un échec. Mais c'est une décision qu'a prise malheureusement Vladimir Poutine d'être dans cette agression, dans cette brutalité atroce. Nous avons fait des efforts à chaque étape, même quand c'était difficile, compliqué pour maintenir le dialogue. Nous avons réussi à apporter une aide humanitaire, à évacuer dans un certain nombre de cas, y compris à Mariupol, des personnes pour les protéger au mieux. C'est aussi pour ça qu'il y a près de 3 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine de manière générale pour se retrouver en Pologne et dans l'Union européenne. Nous apportons cette protection. Nous essaierons de continuer à le faire, mais on voit bien, il faut être clair, que la situation à Mariupol est devenue dramatique et que la pression, pour le dire comme ça, l'agression qu'exerce la Russie est en train de se renforcer encore. Hier, dans une interview sur une chaîne américaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit qu'il avait invité Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine dans un objectif pour le président ukrainien. Eh bien qu'Emmanuel Macron se rende compte, je cite, du fait que la Russie pratique un génocide, un terme qu'on n'emploie toujours pas en France. Est-ce que vous maintenez le fait que la Russie ne pratique pas un génocide ? Non, c'est pas exactement ça. Il ne s'agit pas de dire qu'elle ne pratique pas un génocide. Il s'agit de dire, parce que même dans les situations les plus atroces, les mots doivent avoir un sens précis. Personne ne doute qu'il y a des massacres, des atrocités, une barbarie exercée par la Russie. Quand on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide, puisque ces termes sont dans le débat, ce sont des qualifications qui sont étayées par des enquêtes internationales, la justice internationale. Des crimes de guerre, il y en a à l'évidence, mais pour les établir eux-mêmes, nous avons envoyé. Des gendarmes français sont arrivés à Boutcha, par exemple. C'est très important parce qu'il faudra, évidemment, d'abord soutenir l'Ukraine militairement et humanitairement, mais un temps de justice internationale et que les coupables soient sanctionnés le moment venu et commencer ces enquêtes. La France le fait dès maintenant. Et puis nous verrons s'il y a, sur le plan de la justice internationale, quelque chose de plus grave encore qui relèverait du génocide. C'est pas pour minimiser les choses qu'on n'utilise pas tel ou tel terme. Personne n'a de doute sur la brutalité de ce qui se passe en Ukraine. C'est pour rester dans un processus judiciaire international sur ce sujet précis. Et pourtant, le président ukrainien avait déjà qualifié de blessant le refus de la France d'employer ces termes. D'autres pays l'ont fait. Est-ce qu'il va trop loin, le président ukrainien ? Non, mais vous savez, je pense qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est d'être président de l'Ukraine en ce moment, c'est-à-dire président d'un pays qui est agressé, qui est envahi, qui déplore sans doute des dizaines de milliers de victimes et plusieurs millions de déplacés ou de personnes exilées qui ont fui le pays. Personne ne peut l'imaginer. Et donc ce qu'on fait, c'est notre responsabilité, car vous le savez, nous sommes aussi à la présidence de l'Union européenne. C'est que le président de la République, depuis le départ, il est en contact avec le président Zelensky. D'abord, à chaque fois que ça a été utile et en informant le président Zelensky avec le président russe, Vladimir Poutine, mais il n'y a aucun doute sur notre soutien clair, d'ailleurs rappelé, y compris par Volodymyr Zelensky, à l'Ukraine. Et justement, ce qu'a rappelé Volodymyr Zelensky, c'est qu'il a invité Emmanuel Macron à se rendre à Kiev. Est-ce qu'il est possible que le président de la République se rende à Kiev dans les jours qui viennent ? Tiens, pourquoi pas avant le second tour, voire juste après son éventuelle réélection ? Je ne crois pas dans les tout prochains jours. C'était pas prévu cette semaine. Ce sera sans doute interprété, mal interprété. Mais le président de la République, en tant que président de la République, il a toujours été très clair. Il ira peut-être, si c'est utile, encore une fois, il est président de la République française, qui est un pays, le seul de l'Union européenne, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, présidence de l'Union européenne, on ne peut pas faire une visite seulement symbolique. Il faut que ce soit une visite d'utilité, d'impact. Et donc c'est la réflexion qu'a toujours eu le président de la République. Il l'a dit, il ira peut-être, mais il faut que ce soit utile pour l'Ukraine. En attendant, notre soutien est très très clair. Il passe par l'aide militaire et humanitaire qu'on coordonne au niveau européen. Et revenons justement à la campagne présidentielle. Nous sommes à 6 jours du second tour de l'élection présidentielle. Hier, Marine Le Pen et ses lieutenants ont annoncé que ce n'était plus leur priorité d'interdire le port du voile dans l'espace public. Est-ce que vous vous réjouissez de cette évolution ? Je m'inquiète surtout des revirements, des incohérences, des inconséquences de Marine Le Pen sur des sujets qu'elle instrumentalise ou sur lesquels elle ne sait pas vraiment quelle est sa position. Elle a expliqué à un moment donné qu'il faudrait peut-être faire un référendum sur la peine de mort pour dire le lendemain exactement le contraire. Sur le port du voile, elle l'a dit, elle l'a assumé même dans la rue publiquement, qu'il fallait retirer pour tout le monde le voile dans l'espace public, pas à l'école, à l'université, dans les services publics, dans l'espace public, dans la rue.
Bon, pour des femmes qui sont parfois adultes, le portent parfois depuis des années. Et aujourd'hui, elles demander à nos plus forces de police que ce soit la priorité de leur action, je crois que c'est déraisonnable pour tout le monde. Bon. Et c'est contraire aux valeurs républicaines. Et puis elle revient en arrière. Vous savez, on a l'habitude, sur l'Europe, il y a 5 ans, elle voulait sortir de l'euro. Maintenant, elle ne veut plus, tout en expliquant qu'elle veut ne pas respecter les règles européennes. Donc quand on est candidat à la présidence de la République, de la 6e puissance mondiale, d'une République qui a plus de 200 ans d'existence, qu'on ne connaît pas ses valeurs, son engagement européen, son projet pour la France, c'est quand même un gros problème. On pourrait vous répondre aussi qu'Emmanuel Macron semble avoir commencé à reculer sur la retraite, par exemple, à 65 ans entre les deux tours. Alors, je ne crois pas que ce soit du tout de même nature, parce que le projet sur les retraites, le candidat a assumé sa cohérence, c'est-à-dire oui, il faudra travailler plus, fondamentalement. On n'est pas sur un changement de valeur, on n'est pas sur un changement de pied, on est sur l'écoute d'un certain nombre de colères, d'incompréhensions, pour d'abord expliquer ce qui était depuis le départ dans le projet, qui a parfois été mal dit ou mal compris peut-être, c'est-à-dire le fait aussi que cette réforme permette de revaloriser les petites retraites, de tenir compte de la pénibilité, des carrières longues, et puis ce qu'a dit le président, c'est oui, il faudra travailler plus. Parce que nous aurons besoin de financer notre modèle social, notamment cette revalorisation des petites pensions. C'est en tout cas ce qui... Avec une clause de rendez-vous à 64 ans, oui. Et très concrètement, un allongement vers un âge légal plus élevé de 4 mois par an. C'est ça concrètement qui est expliqué dans la réforme. Il n'y a pas eu de changement, il n'a pas dit d'un coup... on va arrêter de travailler plus, d'un coup on va financer le modèle social par la dette et par l'impôt, on va le financer par le travail. Il y a eu en tout cas un changement de ton aussi, parlons-en du ton de la campagne. Samedi, à Marseille, en plein air, un meeting était organisé autour d'Emmanuel Macron, en plein air avec ses militants. Juste avant son discours, l'un de ses soutiens, l'ancien président du rugby club toulonnais, Mourad Boudjelal, a traité les 8 millions d'électeurs de Marine Le Pen au premier tour de racistes. Elle demande des excuses d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle les aura ? C'est pas Emmanuel Macron ou un de ses responsables politiques qui a dit cela. C'est pas Emmanuel Macron qui a jamais... C'était lors d'un meeting d'Emmanuel Macron. D'accord, mais soyons très clairs. Oui. On va pas tourner autour du pot. Ces mots n'auraient pas dû être prononcés. Et moi, je ne partage absolument pas l'idée que les électeurs du Rassemblement national de Marine Le Pen, dont d'ailleurs personne n'est propriétaire, on est peut-être électeur de Marine Le Pen au premier tour, on peut changer d'avis au deuxième tour, c'est le combat politique qu'on mène. Moi je crois, peut-être certains nous écoutent, que dans les électeurs de Marine Le Pen, il faut qu'ils sachent que ces mesures pour le pouvoir d'achat, ces mesures pour la France en Europe sont très dangereuses, on peut l'expliquer. Je ne vais pas les traiter de racistes ou de je ne sais quoi. Jamais. Et dans ce cas-là, est-ce que Mourad Boudjelal doit présenter ses excuses ? Écoutez, ça vous lui demanderez, moi je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas son responsable, mais ça veut dire aussi que je suis ministre et soutien d'Emmanuel Macron, bien sûr, pas de lui. Et ça veut dire aussi que vous ne contrôlez pas, comment dire, le discours ou les paroles ou les propos qui peuvent être tenus sur la tribune. Je vous confirme qu'on n'écrit pas les discours d'une personne qui intervient dans une première partie de meeting, et donc moi je me sens absolument pas engagé par ces propos. Au contraire, je le dis très clairement et très simplement, je ne les partage pas et jamais, je parle pour moi-même et je crois pouvoir parler à ce titre pour le candidat Macron, je ne partage aucun de ces propos, aucune de ces idées qui consisterait à dire que les électeurs de Marine Le Pen sont des racistes. Est-ce que ça met de l'eau au moulin de Marine Le Pen qui ne cesse de critiquer, je cite, la brutalité du président de la République? Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron peut être parfois qualifié de président brutal? On voit bien qu'il y a cette petite musique que Marine Le Pen essaie d'installer, que émission télé après émission radio, elle essaie d'expliquer qu'elle est souriante, qu'elle aime les chats, qu'elle n'est pas désagréable. C'est pas dans notre entourage qu'il y a des gens qui, en ce moment même, et elles-mêmes, sont accusés de détournement de fonds publics par leurs mandats électoraux, qui à chaque élection sont obligés de sortir des listes. On l'a vu encore au régional, des gens qui tiennent des propos racistes, antisémites ou xénophobes. Je crois que la brutalité est dans l'extrême droite française. Ne confondons pas tout et ne mettons pas tout au même niveau. Qu'il y ait ensuite des propos qui peuvent heurter, blesser, ça arrive partout en politique. Moi-même, j'ai pu en prononcer, je le déplore à chaque fois. Mais ça n'est pas une brutalité installée, une brutalité systématique, comme celle de l'extrême droite dans notre pays, dans son histoire. Vous faisiez allusion à l'instant aux accusations transmises par l'Office européen de lutte contre la fraude qui accuse Marine Le Pen et plusieurs députés européens du Rassemblement national de détournement de fonds. À ce stade, il n'y a pas de mise en examen ou quoi que ce soit. Ce sont des informations transmises au parquet français. Elle dénonce une boule puante juste entre les deux tours avec ces révélations de Mediapart. Écoutez, l'Office européen en question, l'Office de lutte antifraude, il n'a aucun lien institutionnel, politique avec la France. Aucun. C'est une institution européenne qui d'ailleurs est indépendante même des institutions européennes comme la Commission ou comme le Parlement européen lui-même. Je ne sais pas quel est son rythme de travail, c'est pas nouveau d'ailleurs. Marine Le Pen fait semblant de découvrir qu'il y a un problème. On sait depuis plusieurs années que le Parlement européen réclame des sommes importantes, au total plusieurs millions d'euros, à des députés du Rassemblement national, et qu'il y a par ailleurs
indépendamment de cet office de lutte antifraude au niveau européen, des procédures judiciaires qui sont ouvertes. Donc, moi, je n'ai pas à commenter une procédure, mais elle n'est en rien dépendante d'une quelconque autorité française. Donc je sais que Madame Le Pen et ses soutiens aiment vivre dans la théorie du complot, mais qu'ils assument un peu leurs responsabilités. Un dernier mot, Marine Le Pen ne cesse de dire qu'elle n'est pas d'extrême droite. C'est un terme que vous avez beaucoup effectivement employé au cours de cette interview. Quelle est pour vous la définition de l'extrême droite en une phrase simple? C'est que systématiquement les problèmes sont renvoyés à d'autres, à des boucs émissaires. L'Europe, les étrangers, les fraudeurs. C'est jamais un projet positif, toujours un projet de division. Et je pense que dans ce point de vue-là, Marine Le Pen s'inscrit dans cette tradition. Et d'ailleurs, quand vous regardez son programme, elle veut enlever des droits binationaux, elle veut sortir de facto, même si elle le nie, de l'Europe. C'est toujours le même projet de repli et de rabougrissement du pays. Et un dernier mot, un vrai dernier mot. Vous avez parlé de théorie du complot employée par Marine Le Pen. Quelle théorie du complot? Mais je prends un exemple très simple, si vous me donnez 30 secondes. Jordan Bardella, qui est le président par intérim de son parti, a expliqué qu'il y avait un projet d'embargo sur le pétrole russe. En lisant un article du New York Times et en faisant une vidéo dramatique samedi soir pour l'expliquer. Absolument. Il est député européen. Ça fait un mois, il devrait le savoir, c'est sur sa table à lui qu'il y a des projets de sanctions de cette nature et d'autres qui sont décidés à l'unanimité. Donc celui ou celle qui sera président de la République, pour la France, décidera de ce qu'on fait. C'est pas caché. Vous voyez, on est toujours dans l'idée qu'on a débusqué quelque chose, que quand on est accusé de quelque chose, on n'est pas responsable, c'est la faute d'un autre, et que quand il y a un débat de société, il faut toujours l'enrober dans une espèce de complot. Donc on n'attend pas le second tour pour décider un embargo sur le pétrole russe. Vous avez vu la gravité de la situation, ça mérite évidemment des sanctions, et depuis des semaines, y compris quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, il y a eu des décisions européennes très importantes de sanctions. Tout ça est connu, transparent, et quand on est député européen et qu'on a eu ce mandat du peuple français, c'est le cas de Jordan Bardella, je crois, on devrait le savoir et éviter d'accuser les autres. Merci beaucoup Clément Beaune d'être intervenu ce matin. Merci à vous. Dans le Grand Matin Sud Radio. À 9h15, la réponse d'ailleurs du camp d'en face, c'est le Rassemblement National, puisqu'on recevra le maire de Fréjus et vice-président du Rassemblement National, David Racheline. Merci à vous d'être intervenu ce matin sur Sud Radio.